j'ai la gorge sèche. Je fais que bégayer, ça me saoule. Anecdote. Bonjour à tous. Me voilà sur un format assez spécial. Non, malheureusement, je ne suis pas sur le point de voyager. Je vais seulement répondre à vos questions sous forme de FAQ que vous m'avez envoyé via les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui t'a donné envie de voyager seul ? Alors, tout simplement parce que les gens ne sont jamais disponibles. On a beau prévoir, me dire oui, j'ai envie d'aller à tel endroit. Au moment où tu commences à parler de plus en plus du voyage, il y a toujours des personnes qui ne peuvent pas, ou alors au niveau des disponibilités, oui, moi je peux à telle date et d'autres pas à telle date. Enfin, c'est trop compliqué. Et je me suis dit, bon, bah, autant aller toute seule, parce que je vais jamais voyager, parce qu'on faisait que de repousser. Et pour moi, c'était vraiment inconcevable de ne pas y aller plusieurs fois à l'année, parce que moi, j'aime bien voyager plusieurs fois dans l'année. Et donc, je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas y aller toute seule, en fait. Quelle a été ta toute première expérience en solo ? Comment ça s'est passé ? La toute première fois que j'ai voyagé seule, c'était à Abu Dhabi durant 5 jours. Et honnêtement, j'ai eu 0 problème. Tout s'est extrêmement bien passé et c'est pour cette raison-là que j'ai voyagé à plusieurs autres reprises. Pourquoi recommanderais-tu à quelqu'un de voyager solo ? Tout simplement parce que tu es libre, tu fais tout ce que tu veux, quand tu le veux, tu manges ce que tu veux, à l'heure que tu veux, tu fais telle activité, des activités que tu le souhaites, que tu as choisies et pas en fonction de la personne avec qui tu es. Que demander de plus ? Quels sont les plus grands avantages à voyager seul ? Déjà, vous avez l'avantage en termes d'activité, vous choisissez exactement ce que vous voulez, d'accord ? C'est en fonction de vous et de vous. Ensuite, en termes d'hôtel, parfois, on va dans certains types d'hôtels pour plaire à la personne avec qui on est, d'accord ? Là, vous allez choisir votre hôtel comme vous voulez. Si vous voulez une auberge de jeunesse avec des lits superposés, vous y allez sans contrainte. Si vous voulez un hôtel un peu plus luxueux, vous y allez sans contrainte. Un autre avantage, pour moi, c'est les restaurants. Vous pouvez manger quand vous voulez, où vous voulez. C'est super important de manger quand est-ce que vous voulez, parce que d'autres personnes vont plus manger de midi à 14h. Toi, tu n'aurais pas forcément faim, mais tu vas te forcer parce que la personne avec qui tu voyages, il faut qu'elle mange, d'accord ? Et donc toi, tu vas rester poireauté au restaurant. Alors que là, si tu n'as pas faim, tu ne manges pas. Si tu as faim, tu manges. Tu manges le nombre de fois que tu veux manger dans la journée. Où est-ce que tu veux manger, c'est toi aussi qui décides. Et je trouve que c'est un super bon point. En termes d'inconvénients, le fait d'aller en vacances tout seul, je trouve qu'il y en a aussi. Le fait de se prendre en photo seul, c'est hyper compliqué déjà. Après oui, on peut avoir des perches, etc. Mais c'est toujours mieux d'avoir une personne qui pourra bien cadrer, etc. Il y a les photos. Il y a également le fait de tout payer tout seul. Parce que là, tu ne pourras pas diviser par 2 ou par le nombre de personnes que vous êtes. L'hôtel, tu vas le payer plein pot. Les transports, tu vas le payer plein pot aussi. Et j'ajoute également en termes d'avantages le fait de prendre en responsabilité, en maturité. Parce que le fait d'être loin de ses proches, loin de sa famille, dans un milieu qui vous est totalement, qui n'est pas familier en tout cas à ce que vous avez l'habitude de voir, je trouve que effectivement vous prenez en responsabilité et en maturité, hein, c'est un fort avantage. Le fait que vous soyez dans une culture différente de la vôtre, dans une langue différente de la vôtre, parce que pour la plupart des pays c'est l'anglais, pour ma part je parle français qui est ma première langue. Quelles précautions de base recommandes-tu à un voyageur solo, surtout si c'est une femme, donc à l'étranger ? Ce que je recommande en priorité, c'est si vous êtes une personne qui a l'habitude de planifier ses voyages, ses activités, etc., de les envoyer à un proche pour que la personne sache exactement ce que vous allez faire tel jour et tel jour. Ensuite, le fait de suivre ça avec sa géolocalisation, de l'envoyer à un proche, c'est super important. Comme ça, on saura exactement où est-ce que vous étiez à tel endroit, à tel moment. C'est super important. Les précautions, moi, je les prends aussi dès la France. Donc, je prends toujours une trousse de secours que j'ai achetée à environ 5€ à Action, où il y a en fait les bases pour les soins, c'est-à-dire des pansements. Des petits des pansements, il y a un petit spray désinfectant, vous voyez la base en fait. On a tendance à négliger ça, mais c'est super important. Parfois, on peut tomber, avoir une petite égratignure, mais si elle n'est pas bien soignée, pas bien désinfectée, ça peut s'infecter malheureusement et avoir de plus gros problèmes. Ensuite, en termes de précaution, je prends toujours mon passeport avec moi. Dans les premiers voyages, je l'ai laissé en fait dans le coffre-fort de l'hôtel, mais maintenant j'ai pris l'habitude de toujours le prendre avec moi. Peu importe l'activité, même si elle est nautique ou pas, je le prends avec moi
parce que j'ai déjà entendu des histoires que les femmes de ménage volaient les passeports des gens étrangers. Donc le passeport, c'est un bijou, d'accord, c'est un diamant lorsque vous êtes à l'étranger. C'est littéralement le seul document officiel qui peut vous sauver. Donc je le prends toujours avec moi. Quand je fais une activité nautique, évidemment, je le mets en lieu sûr, donc dans des casiers avec un clé, enfin quelque chose de sécurisé. Mais je préfère l'avoir avec moi. Combien de temps à l'avance faut-il commencer à organiser un voyage en solo? Alors, l'avantage de voyager solo, c'est que vous n'allez pas demander l'autorisation ou demander la confirmation de telle activité à telle activité. Vous êtes tout seul, c'est vous et vous. Donc, moi, j'ai pour habitude, lorsque je voyage solo, c'est de m'y prendre environ 2 mois à l'avance. Donc, le premier mois, je paye ce qui est gros, donc le vol en général, quelques activités, et le deuxième mois je paye le reste de mes activités et je garde pour l'argent de poche. Donc je me prends à l'avance environ 2 mois, parce que moi je suis une personne, j'aime beaucoup me prendre à l'avance, j'aime organiser, avoir un planning bien déterminé, bien défini des activités que je vais faire. Certaines personnes ne sont pas comme moi, mais voilà, donc je pense que maximum 2 mois à l'avance pour un voyage solo, c'est très bien. Il y en a, je sais, qui le font en une semaine, chacun son truc. Prochaine question. Quels sont les critères importants pour choisir une destination quand on voyage seul? Selon moi, le premier critère et le plus important, c'est la sécurité du pays. Se renseigner sur les normes du pays, quelle est sa réputation, d'accord, du pays en termes de safety, de cambriolage, de vol, etc. Comment est-ce que les femmes sont traitées dans le pays? C'est super important, surtout si vous êtes une voyageuse solo. Donc voilà, le côté de la sécurité, pour moi, il prime sur tout le reste. J'ai la gorge sèche, là, j'ai trop parlé. Quels frais inattendus faut-il prévoir? Ça, faut vraiment pas le négliger, les frais inattendus. Ça prend un super grand budget. Quand on fait le compte à la fin, on s'en rend compte. Pour moi, l'un des plus gros budgets inattendus, c'est la nourriture. On a tendance à se dire qu'on va prévoir le petit déjeuner à l'hôtel, ensuite un déjeuner et un dîner. Et vous voyez, quand vous vous baladez entre 2 activités, par exemple, on a tendance à se prendre un petit goûter, à s'asseoir en terrasse et prendre une part de gâteau avec un cocktail ou un mocktail. Et ça, tous les jours, ça engendre des frais très importants. Au niveau de la nourriture, je sais pas, peut-être que vous allez prévoir un budget de, je sais pas, environ 30 € et au final, vous allez manger pour 40 €, 50 €. C'est vraiment quelque chose, c'est une tranche d'horaire, voilà. Mais la nourriture, franchement, c'est à ne pas négliger. Ensuite, un autre budget très important à ne surtout pas négliger, c'est le budget des transports. Pour ma part, lorsque je suis en solo trip à l'étranger, je ne prends uniquement que des Uber, des taxis, des Grab. Voilà, je ne prends pas les transports en commun, malheureusement. Il faudrait que je teste. Et je ne prends pas des bus, etc. Je prends que les taxis Uber. Et c'est un grand budget. C'est quand je rentre que je me rends compte du budget de transport que je mets, mais c'est énorme. Donc ça, c'est vraiment à ne pas négliger. Ensuite, le budget des souvenirs, des cadeaux qu'on fait à nos proches et à nous-mêmes. Mais c'est un grand budget. Donc je n'ai pas de budget spécifique pour les cadeaux. Peut-être que je devrais, mais ça me prend un énorme budget. Après, évidemment, ça me fait plaisir parce que j'apporte un bout du pays à mes proches. Donc ça ne me dérange pas, mais c'est un gros budget à ne pas négliger, surtout quand vous avez une grande famille comme la mienne. Dieu merci. Ensuite, les pourboires. Les pourboires, c'est vraiment à ne pas négliger. Il y a certains pays où on a tendance à donner plus de pourboires qu'à d'autres pays. En l'occurrence, en Égypte, c'est l'un des pays, je pense, où on donne le plus de pourboires. On en donne à chaque fois et c'est pas un gros budget, mais le fait qu'on en donne quotidiennement, c'est à ce moment-là que ça en fait un gros budget et surtout à ne pas négliger dans certains pays, encore une fois. Prends-tu une carte SIM locale ou un forfait international? Pour ma part, je prends toujours une carte SIM locale, mais je sais que ça se fait de plus en plus le fait de prendre des eSIM, mais j'ai jamais testé. Quelles sont les premières choses que tu fais en descendant de l'avion? Premièrement, je me prends une carte SIM et ensuite un taxi direction l'hôtel. Que faire si on ne parle pas la langue locale? As-tu des astuces? Alors pour ma part, je me renseigne énormément avant de choisir un pays dans lequel je vais aller le visiter. En fonction de la langue aussi, je sais que je me débrouille en anglais. Je ne parle pas extrêmement bien l'anglais, mais je me débrouille. Donc premièrement, apprendre avant d'aller dans un pays, apprendre leur langue, c'est très important.
Et sinon, il y a des applications qui existent. Quand moi j'ai quelques doutes par rapport à quelques mots en anglais, je vais tout simplement sur Google Traduction et je traduis tel mot, tout simplement. As-tu des anecdotes à raconter par rapport à ton expérience? Donc je suppose que c'est positif ou négatif. Oui, j'en ai une. C'était en Malaisie, donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Donc je venais d'atterrir à l'aéroport parce que je revenais des îles et je voulais aller à mon hôtel. Donc de l'aéroport de Kuala Lumpur à mon hôtel, j'en avais pour environ 1 heure, d'accord? Et j'avais demandé à un précédent taxi combien est-ce que ça coûtait la course. Il m'avait dit environ 150 ringgit. Je me suis dit c'est cher, à l'aller j'avais pas payé autant. Donc je me dirige vers un particulier, on va dire. Et il m'avait dit c'était 100 ringgit. Je me suis dit bon bah je vais aller au moins cher. Et là je roule. Et en fait j'avais pas de batterie à ce moment-là. J'avais que très peu de pourcents, donc j'ai pas utilisé mon téléphone. Et donc et en fait dans ma tête je me suis fait un scénario. Imagine, il va m'emmener dans les bois, il va me tuer et tout. Parce que j'avais pas vu le mot, il avait pas écrit taxi sur sa voiture, donc je me suis fait tout un scénario catastrophe. Alors qu'au final, que nenni, il m'a bien emmené à mon hôtel. Bah, la preuve, je suis encore vivante puisque je suis là en train de vous raconter cette anecdote-là. Donc voilà, en étant dans la voiture, j'avais extrêmement peur un peu parce que je me suis dit non mais il fait nuit puisqu'il est environ 23h. Imagine, il m'emmène dans les bois, il n'y a pas de preuve que j'ai pris un taxi avec lui, enfin il y a pas de preuve, c'est pas comme si c'était sur l'application, vous voyez. Donc voilà, petit scénario catastrophe que je me suis fait toute seule, tout ça parce que je n'avais plus de batterie. Non mais le téléphone c'est une drogue. Donc voilà, au final je suis bien arrivée à bon port, il n'y avait pas de soucis, le monsieur il était très gentil d'ailleurs, je sais pas pourquoi je me suis fait tout ce scénario là. Prochaine question. Est-ce qu'on se sent parfois seul? Comment le gérer? Alors oui, effectivement, parfois on se sent seul. Alors moi, pour éviter de ressentir cette solitude, j'ai tendance à bien organiser mes journées premièrement et bien les charger, mes journées, vous voyez. J'aime bien savoir exactement ce que je ferai à tel endroit, à tel moment. J'aime bien passer d'une activité à une autre activité ou une autre visite. Et comme ça, en fin de journée, je rentre assez tard. Quand je dis tard, pour moi, c'est 20h, 21h. Je rentre assez tard, je me douche et ensuite je dors. Vous voyez, j'aime bien que mes journées soient bien chargées. Mais petite anecdote, en allant aux îles Perhentian, donc en Malaisie, j'étais restée 2 jours sur l'île et les activités, elles se terminaient à environ 16h. D'accord? Et en fait, au début, j'étais dans mon hôtel, je me suis dit, mais je vais certainement pas rester dans mon hôtel à rien faire alors qu'il y a littéralement une plage au pied de mon hôtel et je peux me poser et improviser ou me poser en terrasse, prendre un goûter. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Je suis allée au bord de la plage, je me suis posée sur un transat, j'ai pris un dessert, un cocktail et je me suis posée et ça m'a fait extrêmement du bien. Donc quand vous vous sentez un peu seul, franchement, déjà, ne jamais rester dans son hôtel parce que sinon vous allez prendre l'habitude de rester dans votre hôtel et vous n'allez plus bouger et absolument pas profiter du pays. Donc vous devez sortir, aller boire un petit verre en terrasse, se balader, faire une visite, aller se poser à la plage, toujours organiser quelque chose, toujours être en mouvement, aller faire du shopping, aller dans les malls. En général, les centres commerciaux sont assez grands, vous pouvez vous balader, aller manger, toujours organiser quelque chose et à ce moment-là, vous ne sentirez pas la solitude. Ensuite, deuxième point, pensez que voyager solo, c'est être seul du début de votre voyage jusqu'à la fin de votre voyage. C'est une fausse idée. C'est faux, d'accord? Vous allez, en étant en voyage, surtout en étant tout seul, vous allez développer, même si vous êtes timide, vous allez aller naturellement vers les gens, d'accord? Vous allez être sociable, même si vous n'avez pas pour habitude de l'être, vous allez l'être en étant en voyage, d'accord? Donc vous allez faire des rencontres, d'accord? Donc peut-être que vous allez faire des rencontres durant une petite activité, vous allez bien vous entendre avec la personne et peut-être qu'après il n'y aura plus rien, mais au moins vous aurez fait une rencontre. Donc déjà le fait de voyager seul, ça vous ouvre à la découverte, vous allez être ouvert d'esprit, vous allez dialoguer avec les gens, parler avec eux, vous intéresser à eux, d'accord? Donc ça c'est un point positif que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est vrai. Peut-être qu'avec d'autres personnes, lors d'une activité que vous allez faire ou une visite, vous allez bien vous entendre avec une personne ou un groupe de personnes en couple et que vous allez prévoir d'autres activités avec eux. Donc pensez que faire un solo trip c'est être seul du début de votre voyage jusqu'à la fin, c'est
totalement faux, d'accord? Vous allez apprendre à connaître des gens, vous allez peut-être faire telle activité avec eux, vous allez encore mieux vous entendre avec eux, vous allez faire la fin de votre voyage, la suite de votre voyage avec d'autres personnes. Après, certaines personnes préfèrent être totalement seules. Et encore une fois, ça c'est comme bon vous semble, vous faites ce que vous voulez, mais vous allez être amené à découvrir de nouvelles personnes, parler avec de nouvelles personnes et vous ouvrir naturellement avec des gens. Pour ma part, lorsque j'étais en Malaisie, donc j'étais toute seule en Malaisie, j'avais fait un solo trip là-bas, j'ai fait la découverte de plusieurs personnes lors d'une activité. Il y avait un premier couple, puis un deuxième couple, puis un troisième couple, et une personne qui avait fait un solo trip toute seule en Malaisie durant 1 mois. Et je me suis trop bien entendue avec ces personnes-là, et c'était des personnes qui habitaient dans toute la France, vous voyez, il y avait des personnes du Sud, des personnes de Lyon, des personnes de Marseille, des personnes avec qui, en règle générale, je les aurais pas connus, d'accord? C'est qu'en vacances que vous êtes amené à parler avec des personnes avec qui, dans la vraie vie, vous ne vous serez même pas croisés. Donc ça, c'est super. C'est un super plus, ça. Préfères-tu réserver un transfert à l'avance ou improviser sur place? Alors, j'ai déjà fait les deux. Et quand vous êtes sûr que vous n'allez pas vous perdre dans l'aéroport et que vous n'avez pas forcément de bagages en soute, ça, je vous conseille de réserver déjà une navette aéroport-hôtel. Mais si vous savez que vous avez un bagage en soute et que parfois il y a des retards ou des bagages perdus et que l'aéroport il est gigantesque et que vous savez que vous allez vous perdre, le mieux c'est de pas vous stresser et prendre un taxi à la fin. D'accord? Parce que je trouve que c'est assez stressant quand même. C'est mieux de réserver une navette aéroport parce que voilà, c'est déjà réservé, vous avez déjà payé, vous n'avez pas ce stress-là de courir derrière un taxi. Mais je trouve que c'est plus stressant parce que vous vous dites, ok, le chauffeur m'attend, il faut que je me grouille, d'accord? Comment gérer le budget quand on voyage seul? Ah bah ça, je pourrais pas vous dire. Je ne sais pas gérer mon budget lorsque je suis à l'étranger. Non, ça je pourrais pas vous dire. Et j'aimerais bien qu'on me le dise. Ce serait pas mal. Non, ça je sais pas du tout. Qu'est-ce que je suis naze par rapport à ça, moi. Comment gères-tu les visas si tu fais plusieurs pays? En tant que Française, j'ai des facilités avec mon passeport parce que j'ai un passeport très très fort. Donc les visas, j'en fais pas souvent. D'accord? Donc il y a plusieurs pays où vous n'allez pas avoir besoin de visa en ayant le passeport français. Donc les visas, ça je pourrais pas vous aider. Sorry. Comment choisis-tu le moyen de transport vers ton hébergement quand tu arrives à l'aéroport? Pour ma part, je prends toujours un taxi ou un Uber. Je prends pas de train ou de bus. Pas de prise de tête ici. 0 prise de tête. As-tu déjà eu de mauvaises surprises avec des taxis ou chauffeurs peu honnêtes? J'attends de réfléchir là. Non. Franchement, non. Non. Après, encore une fois, moi, je vais dans des pays... je sélectionne bien les pays, d'accord? Je vais dans des pays très safe. C'est des pays musulmans. Donc, les pays musulmans, on sait que c'est des personnes honnêtes, d'accord? On va pas dégrader cette image-là. C'est des personnes honnêtes et je sais que j'aurai pas de problème ni de sécurité avec eux et ni de vol, vous voyez? Donc, non, franchement, non. Après, j'ai tendance à prendre des applications comme Uber ou Grab, ça dépend du pays, mais en général, c'est des Uber. Et le prix est défini à l'avance. Donc, il n'y a pas d'arnaque par rapport à ça. Et quand c'est des taxis, il faut bien faire attention par rapport au kilométrage. Et non, en tout cas, j'ai pas eu de mauvaise expérience. Dieu merci. Comment fais-tu si tu arrives tard la nuit ou très tôt le matin? Alors... Par rapport au check-in de l'hôtel, je sais que c'est toujours environ à 14-15 heures. Voilà. Donc, je paye une nuit précédente. Comme ça, peu importe l'heure à laquelle j'arrive, je sais que je pourrais rentrer dans mon hôtel. Je fais ça. C'est plus cher, effectivement. Mais comme ça m'évite de poireauter dans mon hôtel. Si j'arrive à 10 heures du matin, quoi, j'ai pas envie de poireauter jusqu'à 14 heures pour pouvoir entrer dans mon hôtel. Ou alors, je prends mon vol en fonction du check-in. Ça m'arrive rarement. Mais c'est pas mal ça. Au niveau des taxis, quand j'arrive très tard le soir, environ 3-4 heures du matin, et je préfère booker un chauffeur, comme ça je sais que voilà, je sais que j'ai mon chauffeur, je sais que je vais pas poireauter devant l'aéroport et je vais pas négocier tard le soir, vous voyez. Je prends tout à l'avance. Un taxi, un chauffeur, comme ça je suis tranquille, parce que déjà que j'arrive tard le soir,
J'imagine que dans l'avion, j'ai pas bien dormi parce que c'est pas très confortable. J'ai pas envie de négocier les prix à 3h du matin avec le chauffeur taxi, vous voyez. Je préfère tout prendre à l'avance. Donc voilà, c'est la fin de ce FAQ. J'espère que j'ai bien répondu à toutes les questions de manière claire. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser. Si vous avez aimé ce format de vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, évidemment. Et j'espère que ça vous a plu. Et à la prochaine, j'espère.